Après les images que nous venons de voir, naturellement, le lien s'établit entre l'économie bleue, la mer et les océans et la pratique de la voile. Les envies d'évasion, de performance sportive, on pense bien sûr aux Jeux Olympiques et à cette terre de voile qui est devenue Marseille. Alors pour nous en parler, on accueille Amandine Deslandes, directrice générale de la Société Marcel, et on accueille aussi Georges Semandi, qui est le fondateur de l'association Les Voiles de l'énergie et de l'environnement, pour cette seconde séquence où on va parler de voile, de plaisance, de compétition aussi. Alors Amandine, Société Marcel, la voile sportive, c'est pratiqué et c'est une dynamique en cours sur le territoire, les régates, et ça conduit à la compétition de haut niveau? Alors effectivement, la voile sportive à Marseille, c'est avant tout la voile qui va être mise à l'honneur cette année avec les Jeux Olympiques 2024, la voile olympique. C'est-à-dire une voile plutôt légère, plutôt une voile à la journée, qui est pratiquée ce qu'on appelle inshore, c'est-à-dire en baie, au sein de la rade de Marseille. Et d'ailleurs, si vous sortez en mer, vous avez l'occasion de voir les planchistes ou les petits dériveurs qui s'entraînent très régulièrement. On a une chance immense, c'est d'accueillir un centre d'excellence de sportifs de haut niveau, puisqu'on a le Pôle France Voile Marseille, qui est une émanation de la Fédération française de voile, qui est implanté ici et qui forme des sportifs et j'espère des futurs médaillés olympiques. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette voile olympique, on a aussi une pratique qui est peut-être un peu méconnue, mais qui est une pratique sportive amateur. Là aussi, plutôt inshore ou en tout cas de petit offshore. C'est aussi la Méditerranée est une mer fermée, oui. Et donc forcément, elle engage plutôt à avoir cette logique de régate en baie. Et donc cette pratique amateur, c'est réellement une pratique sportive qu'on voit dans les clubs nautiques sur le Vieux-Port ou à la Pointe-Rouge par exemple, et qui permet une vraie passerelle vers la course au large. La course au large, malheureusement, j'allais dire presque pour nous sur ce territoire, ça se passe plutôt sur la façade atlantique. Donc aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, en Bretagne, bien que notre territoire ait accueilli par le passé certains très grands événements et probablement, j'espère, encore dans le futur. Et c'est vrai que cette course au large, juste pour situer pour les gens qui nous écoutent, c'est par exemple les grandes transats comme la route du Rhum. La mythique route du Rhum. Effectivement. Et donc cette course du large, elle est porteuse de beaucoup d'innovations en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit les liens entre la course de compétition, course au large, et puis la plaisance dans des applications d'innovation industrielle qui se déclinent comme dans le monde automobile, la F1 qui fait profiter de ces avancées technologiques à la voiture du quotidien. C'est un peu le même... Effectivement, je pense que... Alors peut-être, je ne suis pas certaine que tout le monde sache bien ce que recouvre la course au large, mais effectivement, la course au large, c'est avant tout un sport mécanique. Un sport mécanique parce que nous avons des bateaux qui sont extrêmement technologiques. Ce sont des bateaux qui nécessitent des écuries de course au large avec des ingénieurs, des bureaux d'études, beaucoup d'utilisation des data, de la recherche et développement énormément, et donc forcément de l'innovation, puisque nos bateaux sont ce qu'on appelle prototypes, ils sont différents mais encadrés dans ce qu'on appelle une jauge, qui est une forme de norme en fait, qui définit un certain nombre de choses qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et dans ce cadre-là, par contre, l'innovation est permise. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en une vingtaine d'années, les bateaux ont pris 10 nœuds de vitesse en moyenne. 10 nœuds, c'est à peu près 20 km/h. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec un bond technologique et presque, c'est même pas une évolution de notre sport, c'est une révolution. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe à des bateaux à foil. Les bateaux à foil, donc foil, c'est ces petites choses, ces petits appendices qui dépassent des bateaux que vous voyez sur des petites embarcations ou des très grandes, qui permettent aux bateaux de voler. Donc, c'est-à-dire que cette révolution, elle est assez formidable parce qu'on est un peu comme les aviateurs quand ils sont passés de la découverte du vol, et puis ces cabines ouvertes, puis ces cockpits fermés. Et aujourd'hui, les navigateurs sont devenus des pilotes. Vraiment, vous parliez de Formule 1, mais c'est un peu ça. On a vraiment ces pilotes avec une dimension technologique, ingénieure très importante. Et ça, c'est une source évidemment d'innovation pour le bateau de monsieur et madame tout le monde, comme ça l'a été dans le monde de l'automobile, effectivement. Voilà, et au-delà de ce monde dans lequel on voit qu'il y a de l'innovation technologique, de l'innovation évidemment industrielle aussi qui profite au secteur, à Marcel, au cœur de la Société Marcel, on a aussi un parti pris fort qui consiste à dire qui constate que la pratique de la voile de haut niveau, ça
crée des conditions qui sont propices aussi à l'émulation managériale. Et je crois que vous, Amandine, vous avez développé un vrai programme d'ingénierie managériale, on pourrait l'appeler comme ça, et qui s'adresse aux entreprises de toute taille. Mais parce que sur un bateau, quand on est en équipage, on reconstitue un peu les enjeux du travail, la prise de décision, la chaîne d'entraide. C'est exactement ça, Christophe. Effectivement, on a d'abord analysé beaucoup ce que faisaient les sportifs de haut niveau. Mon associé Christopher Pratt, qui donc lui est navigateur et le fondateur de grand Marseille. Navigateur Christopher Voilà, Pratt. le grand navigateur marseillais. On n'en a pas d'autres. Voilà. C'est notre star. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'il a fait des travaux de recherche, il s'est formé en psychosociologie du sport il y a quelques années dans le laboratoire notamment de Pierre Dantin à Aix-Marseille Université, on en parlait tout à l'heure, qui a beaucoup d'expertise et dans ce cadre-là il est devenu conférencier et à côté de ça il avait toujours créé ce qu'on appelle l'expérience voile, c'est-à-dire d'emmener des gens naviguer et on s'est rendu compte, moi je viens pas du monde de la voile, j'ai fait un exec MBA, je viens du monde du management, du business et je me suis très vite rendu compte qu'effectivement la métaphore marine, elle est d'une puissance absolue et surtout, même avant d'avoir découvert la voile, je l'utilisais. Eh oui. Tenir le cap, veiller au grain, tous dans le même bateau, et je pourrais vous en citer, mais tellement c'est sans fin. Et en fait, si on s'attache à cette sémantique, c'est bien parce qu'il se passe quelque chose. La voile, je le disais, c'est un sport mécanique, mais c'est aussi un sport stratégique. Si on le dit en plaisantant, c'est un sport d'intello, parce que c'est un sport de stratégie, de prise de décision stratégique, dans un environnement complexe, évidemment, et multifactoriel et extrêmement changeant, puisque vous êtes soumis aux éléments. Et en fait, cette métaphore et cette méthode qu'on a développée, c'est un peu une école des soft skills, ces fameuses compétences douces dont tout le monde parle aujourd'hui. Agilité, capacité à entrer en relation avec l'autre, empathie, écoute, capacité à décider. Et tout ça, c'est ce qui forme le collectif. Et on s'est donc rendu compte que les sportifs de haut niveau, particulièrement dans le domaine de la voile, étaient capables de transférer ces méthodes. Et donc, on a développé un programme qui allie expérience en mer et réflexion à terre et qui travaille ces sujets de soft skills et de leadership. Et c'est vrai qu'on est arrivé à une conclusion qui est que la confiance crée la performance. Et cette confiance, c'est la confiance en soi, pour être capable de réaliser son plein potentiel, évidemment, mais c'est la confiance en l'autre aussi. Parce qu'au sein d'un bateau, vous parliez d'entraide, évidemment que la confiance est primordiale pour qu'un équipage fonctionne. Et si je me permets un peu dans ces temps quelquefois un peu moroses, c'est la confiance en l'avenir, c'est quelque chose d'un peu plus peut-être métaphysique, une forme de foi qui permet de se dire que ça va aller bien. Et heureusement que les marins ont cette petite flamme en eux. Voilà, parce que sinon, ça ne serait pas forcément facile quand on est dans 8 mètres de creux au milieu de l'Atlantique. Si on n'a pas ce petit feu sacré, ça peut devenir très compliqué. Voilà, et je crois vraiment, en toute simplicité, en toute humilité, que ce qu'on vit dans la voile de haut niveau peut apporter beaucoup aux entreprises. Nous, on l'a expérimenté, nos clients nous le disent. Et vraiment, je crois qu'on a ça avec Christopher qu'on a envie de porter au monde. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de le faire dans notre belle Provence. Merci beaucoup Amandine. Et, au sein de Marcel et puis même, vous avez, j'imagine, aussi cette conscience. Évidemment qu'on a cette préoccupation dans notre sport et heureusement, Georges disait... parler du colibri, moi j'aime bien cette métaphore aussi, effectivement. Alors nous, chez Marseille, en tant qu'entreprise organisatrice d'événements nautiques, bien sûr qu'on y fait attention aussi dans notre manière d'organiser nos événements. Mais au-delà de ça, dans le sport de haut niveau, typiquement, nous, c'est aussi le colibri, on a décidé de devenir armateur d'un bateau l'an dernier, un Ocean 50, un trimaran de course. Et on a choisi ce bateau-là, justement, parce que cette classe de bateau a une démarche RSE. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un numerus clausus, il n'y a que 10 bateaux du genre en France et dans le monde, puisque la course au large est quand même une spécificité française. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que limité à 10 bateaux, ça veut dire qu'on arrête cette course à l'échalote. Et moi, je suis complètement en phase avec Georges. Ça veut dire qu'on ne construit pas toujours des bateaux, etc. Et que si à un moment donné, on décide qu'un bateau est trop vieux parce qu'il a fait 4, 5, 6 routes du Rhum et que c'est plus en sécurité, on ne peut plus faire la route du Rhum en sécurité parce que quand même traverser l'Atlantique sur un bateau qui peut se retourner. Si on décide que c'est plus une manière sécurisante de le faire,
qu'est-ce qu'on fait de ce bateau ? Est-ce qu'on en fait un bateau école ? Est-ce qu'on en fait un bateau de sensibilisation ? Ou est-ce qu'on le démantèle pour qu'il soit le plus vertueux possible ? On a aussi dans nos règles de classe tout un tas d'engagements RSE sur avoir une production d'énergie à bord qui soit respectueuse et donc avec une énergie qui ne soit pas fossile. On a tout un tas d'engagements et on y travaille. Et quand Georges parlait des cétacés aussi, c'est des sujets sur lesquels on travaille avec des radars de détection pour essayer d'améliorer les choses. Quant à la vitesse, moi je ne navigue pas, je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler, mais effectivement, je crois qu'on a tous pris conscience de ça dans la course au large. Et justement, je crois aussi que là, on a notre rôle à jouer. De la même manière que je disais que la voile de haut niveau est une source d'inspiration, je crois qu'elle peut être aussi, sans donner de leçons, parce que je le disais, on est un sport mécanique. Et moi, quand on vient me chercher en me disant la voile est un sport propre, je dis attention. Attention, je ne veux pas raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et donc nous, on est vraiment... Et c'est aussi pour ça que, par exemple, chez Marseille, on s'est engagé sur une cause sociale auprès de la Fondation pour l'enfance, parce qu'on ne voulait pas forcément être l'étendard non plus d'une voile verte, parce qu'on n'est pas à 100% dans la voile verte. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la préoccupation, elle est là. Et à notre petit niveau, chez Marseille, on y travaille en tout cas. Votre petit niveau, votre magnifique niveau. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que les questions, elles sont présentes dans l'esprit de chacun et que simplement, il y a des équilibres à trouver